Hello, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire de Millie Dollar et nous allons partir à Londres. Mais juste avant de commencer la vidéo, je veux m'excuser d'avance car il y a des mots en anglais et je suis pas forte du tout. Donc veuillez m'excuser d'avance. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Le 21 mars 2002 à 15h07, Millie Dollar a quitté l'école Eastside à Weybridge dans le Surrey et a marché jusqu'à la gare de Weybridge avec une amie. Elle est d'ailleurs filmée par une caméra. Les filles arrivent à la gare de Walton-on-Tam, un arrêt avant l'arrêt habituel de Millie à Hersham, et vont manger au café de la gare. Après, Millie a téléphoné à son père à 15h47 pour lui dire qu'elle serait à la maison dans une demi-heure. Les filles quittent le café à 16h05, Millie rentre chez elle seule. Elle est vue pour la dernière fois 3 minutes plus tard, marchant le long de l'avenue Station par une amie de sa sœur qui attendait à un arrêt de bus. Une caméra située plus loin le long de la route ne montrait aucune image de Millie, mais une voiture, un Daewoo Nexia rouge, a été photographiée en train de passer devant la même caméra à 16h32. Lorsque Millie ne rentre pas chez elle, ses parents signalent sa disparition à la police à 19h. Une recherche nationale a suivi avec 100 policiers et hélicoptères, fouillant des champs, des rues et des rivières autour de Hersham. Les détectives qui avaient enquêté sur l'enlèvement de Sarah Payne ont été appelés pour les aider. La police et la famille de Millie ont lancé de nombreux appels à témoins, y compris une reconstruction de Crime Watch UK de la BBC. Un plaidoyer a également été lancé par Will Young, gagnant de Pop Idol dont Millie avait assisté au concert peu de temps avant sa disparition. L'appel de Crime Watch UK comprenait un appel direct à Millie dans l'espoir qu'elle s'était enfuie de chez elle de son propre chef. Sa mère a exprimé l'espoir que sa fille s'était enfuie, mais a dit qu'elle ne pouvait pas penser à une raison pour laquelle elle voudrait le faire. The Independent a rapporté en 2011 que Millie avait quelque temps auparavant écrit une fausse lettre de départ de la maison et des notes montrant qu'elle avait été malheureuse. Une semaine après la disparition de Millie, la police a déclaré qu'elle n'avait probablement pas été prise de force. Ils ont estimé que même s'il était peu probable qu'elle soit partie avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas de son plein gré, personne ne s'était manifesté qui avait été témoin d'une lutte malgré un certain nombre d'observations apparentes d'elle avant sa disparition. Le 23 avril 2002, la découverte d'un corps dans la Tamise a suscité des médias à spéculer selon lesquels les restes pourraient être ceux de Millie. Mais le corps a été identifié le lendemain comme étant celui de Maisie Thomas, 73 ans, portée disparue en mars 2001, et dont la mort n'était pas considérée comme suspecte. En juin 2002, malgré d'autres recherches, l'offre d'une récompense de 100 000 francs par le journal tabloïd national The Sun et ses parents continuant à envoyer des SMS à son téléphone portable dans l'espoir d'une réponse de Millie est restée portée disparue. Ce mois-là, la police a dit à ses parents qu'elle était probablement morte. Le 18 septembre 2002, des restes humains ont été découverts par des cueilleurs de champignons à Yateley Heath Wood près de Yateley dans le Hampshire. Ils ont par la suite été confirmés par des dossiers dentaires comme étant ceux de Millie. En raison de la décomposition avancée, la cause du décès n'a pas pu être déterminée. Aucun des vêtements ou des biens de Millie,
tels que le sac à main, le sac à dos ou le téléphone portable qu'elle avait avec elle au moment de sa disparition, n'a jamais été retrouvée. La découverte du corps a conduit la police à reclasser l'affaire comme une enquête sur un homicide. Entreprise par la police de Surrey, l'enquête portait le nom de code Opération Ruby. Le 22 novembre 2002, la police a mis en place un barrage routier près de l'endroit où le corps a été retrouvé. Quelques 6000 automobilistes de la région ont été interrogés, mais aucune piste a été découverte. Au départ, la police de Surrey avait considéré le père de Millie comme un suspect, car la police a souvent constaté que les membres de la famille étaient impliqués dans de tels cas. Ils se sont ensuite excusés pour les occasions manquées que leur attention à cette piste a pu causer. Le 23 mars 2003, l'ADN d'un homme non identifié a été découvert sur un vêtement de Millie dans sa chambre, ce qui suggère que son tueur l'avait peut-être rencontré auparavant. Ce lien a été exclu dans un délai de 3 mois. Après la découverte du corps de Millie, plusieurs personnes ont été arrêtées. Paul Hughes a été reconnu coupable de menaces de mort et a été emprisonné pendant 5 ans après avoir envoyé des lettres à la sœur de Millie, menaçant de la tuer et disant avoir tué Millie. Paul a envoyé les lettres alors qu'il était emprisonné pour avoir agressé une fillette de 12 ans. Le service pénitentiaire s'est excusé de ne pas avoir contrôlé efficacement le courrier. Liane Newman de Texbury a téléphoné à plusieurs reprises aux parents de Millie, à l'école et à la police, se faisant passer pour elle. Liane a été emprisonnée en avril 2003 pendant 5 mois après avoir plaidé coupable à 5 chefs d'accusation, d'avoir fait des appels téléphoniques pour causer de l'ennui, des inconvénients ou une anxiété inutile. Gary Farr de Redford a envoyé à plusieurs reprises un courriel aux parents, aux amis et aux policiers de Millie qui travaillaient sur l'affaire, affirmant qu'elle avait été introduite clandestinement hors du pays pour travailler comme prostituée et stripteaseuse dans les boîtes de nuit en Pologne et que sa mort présumée avait été une dissimulation. Gary a été soumis indéfiniment à la loi sur la santé mentale le 19 octobre 2006 pour avoir constitué un grave danger psychologique pour le public après avoir admis une accusation de harcèlement. Le 25 février 2008, la police de Surrey a confirmé que Levi Bellfield était le principal suspect dans l'enquête sur le meurtre et qu'elle était très intéressée à l'interroger à la suite de sa condamnation pour le meurtre d'autres étudiantes et la tentative de meurtre. D'ailleurs, Levi conduisait le Daewoo le jour de la disparition de Millie. Levi Bellfield est né à l'hôpital West Middlesex à Islawell. Il a des origines roms. Lorsque Levi avait 10 ans, son père est mort à l'âge de 52 ans d'une leucémie. Il a 2 frères et 2 sœurs et a été élevé dans un lotissement de logements sociaux dans le sud-ouest de Londres. Il a fréquenté l'école primaire Forge Lane, puis le collège communautaire Feltham. Il a eu 11 enfants avec 3 femmes différentes, dont les 3 plus jeunes avec sa petite amie la plus récente, Emma Mills. Sa première condamnation pour cambriolage remonte à 1981. Il a été reconnu coupable d'avoir agressé un policier en 1990. Il a également été condamné pour vol et délit de conduite. En 2002, il avait été condamné à 9 reprises et avait fait près d'1 an de prison. Dans une interview avec les médias, l'inspecteur en chef de la police qui a dirigé l'enquête sur le meurtre a déclaré à propos de Levi: « Quand nous avons commencé à traiter avec lui, il est apparu comme très farceur, comme s'il était votre meilleur ami. Mais c'est un individu rusé, violent. Il peut passer de la gentillesse à l'agressivité en une fraction de seconde. » Levis recherchait ses victimes dans des rues qu'il connaissait bien. Les policiers ont retrouvé un certain nombre d'ex-petites amies qui ont toutes décrit un schéma de comportement similaire lorsqu'elles l'ont rencontré. Il était adorable avec elles au début, charmeur, avant de prendre le contrôle et de devenir méchant. Elles ont toutes dit la même chose, a déclaré le sergent détective Joe Brunt.
Lévi a un ego énorme, il se prend pour un don du ciel. Il se promène dans sa voiture, se sent désœuvré, puis aperçoit une jeune fille blonde. La blonde dit pars, et lui se dit tu oses me repousser, tu ne mérites pas de vivre. Puis elle se prend un coup sur la tête. On le voit dans le cas de Kate Shelby, assez maligne pour s'inquiéter de la présence de la voiture. Elle traverse la route et lui se dit ah, tu te crois maligne, et paf, il l'écrase. Voici les victimes de Lévi. On a Marsha Louise McDonnell, une femme de 19 ans. Elle a été frappée à la tête avec un instrument contondant près de son domicile à Hampton en février 2003. La blessure a été infligée peu de temps après qu'elle soit descendue du bus. Elle est décédée à l'hôpital 2 jours après son admission. Lévi a vendu sa voiture, une Vauxhall Corsa, pour 1500 francs 6 jours après le meurtre, après l'avoir achetée pour 6000 francs 5 mois plus tôt. Kate Shady, alors âgée de 18 ans, a été écrasée alors qu'elle traversait la route près d'une entrée d'une zone industrielle à Eastworth le 28 mai 2004. Elle a survécu mais a subi de multiples blessures et a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Près de 4 ans plus tard, elle a témoigné contre Lévi lorsqu'il a été jugé pour sa tentative de meurtre. Amélie Delagrange était une étudiante française de 22 ans en visite au Royaume-Uni. Elle a été retrouvée à Twickenham Green le soir du 19 août 2004 avec de graves blessures à la tête et est décédée à l'hôpital la même nuit. Dans les 24 heures, la police a établi qu'elle aurait pu être tuée par la même personne qui avait tué Marsha McDonnell 18 mois plus tôt. Lévi aurait avoué le meurtre alors qu'il était en détention provisoire. Lévi a également été accusé d'enlèvement et de faux emprisonnement d'Anea Maria Rennie, alors âgée de 17 ans, à Wheaton le 14 octobre 2001, après l'avoir identifiée lors d'un défilé d'identité vidéo 4 ans plus tard. Il a également été accusé de la tentative de meurtre d'Irma Dagroshi, alors âgée de 39 ans, à Longford le 16 décembre 2003. Le jury n'a pas abouti à un verdict sur l'une ou l'autre de ces accusations. Le 23 juin 2011, après un mois de procès, Lévi est condamné à la prison à perpétuité pour l'agression et le meurtre de Millie. Il devait avoir un autre procès pour tentative d'enlèvement de Rachel Cole, une fillette de 11 ans, dans la région de Walton, par un homme dans une voiture rouge, en mars 2002. Mais le procès a été abandonné à cause de publication de documents préjudiciables par des journaux. Mais l'accusation reste tout de même dans le dossier. Lors de son procès, Lévi n'a jamais avoué le meurtre et l'agression de Millie. Mais le 27 janvier 2016, Lévi admet le meurtre et l'agression après qu'une autre personne a été arrêtée. Lévi a été interrogé pour savoir s'il avait eu un complice et après ses aveux, l'autre personne a été libérée. En février 2016, Lévi revient sur ses aveux en niant qu'il avait assassiné Millie. Après la condamnation de Lévi, la famille de Millie a vivement critiqué leur traitement pendant le procès. La sœur de Millie a décrit le jour où ses parents ont été contre-interrogés par l'avocat de la défense de Lévi comme le pire jour de sa vie. Sa mère a d'ailleurs dit aux journalistes « Pour nous, le procès a été une expérience vraiment terrible. Nous avons dû entendre le nom de Millie diffamé au tribunal. Elle a été dépeinte comme une fille malheureuse et déprimée. La Millie que nous connaissions était une fille heureuse, vivante et amusante. Notre vie familiale a été examinée et ouverte à tous. Nous avons dû perdre notre droit à la vie privée et nous asseoir jour après jour, déchirant du procès afin de faire condamner un homme pour ce meurtre brutal. Les efforts déployés par le système pour protéger ces droits de l'homme semblent si injustes par rapport à ce que nous, en tant que famille, avons dû endurer. Le père de Millie a commenté le refus de Lévi de témoigner devant le tribunal et de comparaître pour la détermination de la peine. Il a ajouté
Ma famille a dû payer un prix trop élevé pour cette condamnation. Le procès a été une expérience vraiment cicatrisante mentale à une échelle inimaginable. Il fallait être là pour vraiment comprendre. Au cours de notre interrogatoire, ma femme et moi avons tous les deux eu l'impression d'être jugés. Nous désespérons d'un système de justice qui est si chargé en faveur de l'auteur du crime. Le Guardian a rapporté le 4 juillet 2011 que la boîte vocale de Millie avait été consultée par des journalistes travaillant pour News of the World et l'enquêteur privé du journal Glenn Mulcair. Le Guardian a également rapporté qu'au cours de l'enquête policière sur les activités de piratage téléphonique de ce journal, les détectives ont découvert que les journalistes avaient supprimé certains messages, des preuves potentielles dans la boîte vocale de Millie parce qu'elle était pleine, afin de libérer de l'espace pour de nouveaux messages qu'ils pouvaient écouter. Les suppressions après la disparition de Millie ont conduit la famille et ses amis à penser qu'elle était encore en vie. Il a été rapporté plus tard que le téléphone de Millie avait automatiquement supprimé les messages 72 heures après leur écoute. Les parents de Millie ont annoncé par l'intermédiaire de leur avocat qu'ils intenteraient une demande de dommages-intérêts contre News of the World. Et en septembre 2011, il a été rapporté que la famille s'était vue offrir 2 millions de livres sterling en dommages personnels. En janvier 2012, il a été rapporté que la police de Surrey et d'autres forces de police savaient peu après la mort de Millie que le personnel de News of the World avait accédé à ses messages de téléphone portable, mais n'avait pas contesté cela. Au lieu de cela, un agent supérieur de Surrey a invité le personnel des journaux à une réunion pour discuter de l'affaire. Les parents de Millie ont lancé un organisme de bienfaisance appelé Millie Fund le jour de son service commémoratif en octobre 2002. Sa mission était de promouvoir la sécurité publique et en particulier la sécurité des enfants et des jeunes. L'organisme de bienfaisance fournit des conseils en matière d'évaluation des risques aux adolescents, aux travailleurs, auprès des jeunes et aux éducateurs. Son travail comprend la campagne Enseigner URMUM 2 TXT qui encourage les enfants et les parents à rester en contact par messagerie texte, y compris un glossaire pour les parents, des abréviations SMS couramment utilisées. La campagne a reçu le prix de la meilleure utilisation du mobile pour l'accessibilité lors des GSM Association Awards en 2004. Millie Fund a commandé un feuilleton en 5 parties intitulé Watch Over Me en 2003 qui encourage la sécurité personnelle des adolescents à distribuer dans toutes les écoles du Royaume-Uni. En 2005, la famille a annoncé que l'organisme de bienfaisance serait transféré au Suzy Lamplugh Trust. Le fonds de Millie a été liquidé cette année-là. En juin 2017, la sœur de Millie a publié un livre dédié à sa sœur, intitulé My Sister Millie. Après ces condamnations, Levy a été désigné par la police comme suspect en lien avec de nombreux meurtres et attaques non résolues contre des femmes datant de 1990, ainsi que le meurtre de sa petite amie d'enfance, Patsy Morris, 14 ans, en 1980. La police a été informée au début de 2015 que Levy, dans sa cellule, avait admis des cas d'agression sexuelle et de meurtres non résolus. La police métropolitaine a coordonné les enquêtes ultérieures de 10 forces de police. Le 9 novembre 2016, ils ont publié un communiqué qui disait « Toutes les pistes d'enquête ont maintenant été épuisées et la décision a été prise de clore cette enquête car il n'y a aucune preuve permettant de lier l'individu à une affaire pour laquelle il n'a pas déjà été.
Il a été révélé plus tard par la police que Levy avait peut-être menti au sujet d'autres meurtres afin de pouvoir infliger de la douleur à leur famille. Concernant les meurtres de Lynn Russell et de sa fille Megan en 1996, la BBC a rapporté que Levy aurait avoué les meurtres à un codétenu, donnant des détails qui ne seraient connus que du tueur. Levy a nié la confession. Un programme de la BBC en 2017, The Children Murder, dans lequel une équipe d'experts indépendants a réexaminé les preuves, a soutenu l'idée que Levy devrait faire l'objet d'une enquête pour les meurtres. L'équipe juridique de Michael Stone, reconnu coupable des crimes, soutient que Levy est le véritable auteur de l'attaque. En décembre 2017, cependant, le Sunday Times a rapporté que son ex-femme avait déclaré à l'enquête de la police métropolitaine de 2008 sur l'affaire de Lagrange qu'il était avec elle le jour de son 25e anniversaire, le temps des meurtres de Russell, et avait passé toute la journée à Twickenham et Windsor, à 160 km du lieu des meurtres, survenus vers 16h30. C'était un alibi que les détectives trouvaient crédible. Et dernièrement, en 2022, Levy a fait une demande au directeur de la prison pour pouvoir se marier avec sa fiancée. Cette femme, dont on ne connaît pas le nom, a écrit plusieurs lettres à Levy en prison. Il lui a rendu visite plusieurs fois. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.